Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des gens sont plutôt des victimes de leurs émotions, plutôt Mm. qu'elles s'en servent ou elles les trouvent utiles. Et je crois que notre société est là pour tout le temps les remettre à cette place de victime de leurs Mm. émotions et crée des émotions pour les laisser en tant que victimes. Je pense qu'effectivement, il est utile aujourd'hui que cette intelligence émotionnelle se développe et se diffuse un peu plus dans notre société. Oui. Euh, et pour autant, on est tous beaucoup exposés à des émotions particulièrement intenses liées à des événements comme les attentats, le Covid, etc. Et aujourd'hui, fonctionnellement, à quoi servent ces émotions intenses? Si elles existent, c'est qu'elles sont utiles pour l'être. Donc, Mm. est-ce qu'il faut tout le temps les contrôler? Est-ce qu'il faut tout le temps les réguler ou pas? À quoi elles servent ces émotions intenses? Alors j'ai pendant un bon moment pensé que vraiment les émotions intenses ne soutiennent pas forcément la performance au sens très très large, hein, vraiment très large. Ça peut être, voilà, c'est pas juste performer dans une tâche, hein, mais performer dans sa vie. Et donc je pensais vraiment pendant un bon moment à ce qu'elles sont plutôt troublantes. Et après, il y a quelques rencontres, quelques moments. J'ai rencontré un danseur. J'ai fait une fois une intervention, une conférence avec un danseur. Et il a écrit La rage de vivre. Et donc là aussi, ça pose question. Rage, vivre, joie. Donc du coup, voilà. Après, moi j'ai eu plusieurs moments aussi d'émotions très intenses. C'était plutôt parasitaire. Et après, voilà, ce chemin a continué. Et je crois que les émotions intenses, ils ont vraiment leur utilité. Alors, moi, je me suis par exemple séparée. Et en fait, j'ai eu une sacrée rage à ce moment-là. Et en fait, cette rage m'a permis de traverser les prochains 10 mois et de tout gérer, de tout remettre en place, de trouver un nouvel appartement pour mes enfants, etc. Et de trouver l'énergie, de différer quelque part la tristesse, parce qu'à ce moment ça aurait été pas fonctionnel, Mm. mais de recréer le nouvel environnement favorable et ensuite me poser. Donc du coup, il y a aussi ces émotions-là. Voilà, il y a des émotions intenses aussi où je pense à ma fille, elle a eu une situation un peu critique avec sa sœur et elle n'était pas bien. Et elle a eu une telle peur en fait qu'elle a pris sa petite sœur sur le dos et elle a couru 10 minutes avec sa petite sœur pour l'emmener auprès d'un adulte qui prend charge. Donc là, on voit clairement la fonctionnalité des émotions intenses. On le vit aussi parfois en entreprise. Voilà, il y a un dernier coup de boost, il faut finir un projet et là, on met vraiment l'envie, pourquoi pas colère et on n'est pas dans du modère étroit. Hein. On a besoin, là, c'est je tunnelise, j'y vais coûte que coûte. Je ne sais pas, je prends un exemple, certains projets, mon doctorat, c'était ça aussi. Hein. La dernière année, on tunnelise et donc, il y a des émotions intenses qui, du coup, vont réduire notre champ attentionnel, focaliser plus que ce qui est important et, en fait, donner l'énergie de l'atteindre. Par contre, du coup, il faut veiller à ce que c'est pas... imaginons, c'est un objectif dans 3 ans, je ne peux pas marcher avec une rage pour un objectif à 3 ans. Ça, c'est complètement dysfonctionnant. Donc, du coup, pour moi, en fait, la conclusion de mon investigation des émotions intenses, d'ailleurs, je joue en ce moment avec. Je me suis fait aussi une gratitude à 7 sur 7 très récemment parce que j'avais jamais expérimenté la gratitude au-delà de 3-4, tu vois. Et là, je me suis fait, waouh, une gratitude de 7. Maintenant aussi, parfois, la joie, C'est ça quoi une nous... gratitude de 7 pour toi? Alors, déjà, il faut trouver le déclencheur. Mhm. Et moi, le déclencheur, c'était... il y a mon beau-père, quand j'ai eu mon bac, j'avais un bac franco-allemand, il m'a dit je crois que ta vie, elle n'est pas à Cologne. Tente les choses et pars à Paris. Et en fait, ça a donné une direction à ma vie que maintenant, 20 ans plus tard, j'ai regardé avec ma thérapeute. Et là, je sentais cette gratitude. Et tu vois comment elle arrive. Hein. Mhm. Et en fait, du coup, elle arrivait à 2-3 pour mon beau-père qui m'a parlé à ce moment-là. Et en fait, il l'a fait sans, juste avec un mouvement de bonté, sans attendre rien en retour. Ça lui a demandé de l'effort parce qu'il a creusé aussi avec moi
ce serait quoi un environnement où j'épanouis, où je peux fleurir, etc. Et à un moment, on a trouvé Paris comme ça, et j'ai pas eu de la gratitude il y a 20 ans. Je l'ai vécu vraiment à décaler de 20 ans, et je lui ai remercié. Et j'étais à 3-4, et là, j'étais avec ma thérapeute, j'ai dit, et là, je vais la laisser monter. Et donc, je suis allée parce qu'elle se manifeste dans le corps. Donc, j'ai augmenté et laissé envahir la chaleur, la posture. Bon, tu vois, je me mets en arrière, et c'était vraiment... À un moment, j'étais juste plongée là-dedans, plus rien n'existait, et ça a donné un lien, finalement, que là, ça a renforcé la relation que j'ai avec lui, et aussi, ça m'a remis à combien ce pas était important, et a mis une perspective dans ma vie qui est juste aujourd'hui, waouh, voilà, j'en suis ravie. Et donc du coup, c'est ça aussi, et de la laisser monter comme ça, c'est fort d'enseignement, parce que ça valide l'importance de la relation, de ce tuteur de résilience qui était là à l'instant où je pouvais l'entendre. J'ai pris, et du coup, ça nourrit ce lien avec cette personne. Ça nourrit aussi le fait à combien c'est un cadeau que je suis là aujourd'hui à te parler, que j'ai fait mes études, que j'ai fait mon chemin. Waouh, quoi. Et du coup, ça donne confiance, ça nourrit estime. Et du coup, c'est ça, tu vois. Ça demande la présence de le capter. Ça demande de te dire, est-ce que je suis dans l'environnement pour la savourer pleinement? Et ensuite, on parlait de la connaissance fine des émotions. Si je ne sais pas prêter attention où elle est dans mon corps, comment elle est dans ma posture, c'est quoi le déclencheur, je ne peux pas aller savourer et augmenter l'intensité et expérimenter ce que ça donne. Et puis, ça te permet de vérifier. Parce que j'aurais pu aussi à 5 me dire, c'est complètement ridicule ce que tu fais. Et ce qui m'aurait dit peut-être, ce déclencheur ne le mérite pas. Et ça me permet aussi de calibrer en fait l'émotion à mon déclencheur et de dire, si tu as rencontré à ce moment-là, cette rencontre, elle a joué 20 ans de ma vie. Et c'est même le papa des enfants, il était en France. Donc c'est ma vie familiale, ma vie professionnelle, dans ce moment qui se sont joués sans que personne ne le savait. Donc du coup, c'est toutes ces informations que je peux attraper. Toute cette connaissance de l'émotion me permet du coup de vraiment en profiter pleinement. Et du coup de me ressourcer, de renforcer mon estime. Tu parlais tout à l'heure, c'est quoi être authentique soi? C'est aussi poser l'authenticité de moi dans cette relation-là. Mais revenons aux hypersensibles. Si on est hypersensible, on peut être soumis à ces émotions sans les réfléchir. C'est-à-dire tout d'un coup, on se rappelle d'il y a 20 ans de cette orientation ou de cette proposition qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là. Et tu peux ressentir ça spontanément sans, parce que tu es hypersensible, parce que tu ressens les choses et que tu laisses monter ton émotion. Et pour autant, tu n'es pas allé analyser nécessairement les déclencheurs, tes besoins, etc. Et tu as juste ressenti les choses. Les hypersensibles ressentent, j'imagine, tout aussi bien les émotions positives que négatives. Oui, plaisantes et déplaisantes. Par contre, ils n'ont pas cette... pour beaucoup, ils n'ont pas cette capacité à passer au conscient et faire sens. Et moi, en fait, mon hypersensibilité, elle pouvait partir n'importe comment, n'importe où, sans prévenir. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à gérer. Tu vois, on a regardé un film la dernière fois avec mes enfants, et là, tchac, tchac, tu vois, l'émotion qui arrive. Et en fait, avec mon côté de travail, c'est OK, c'est venu te chercher là, tac, c'est ça, OK. Là, si tu fais rien, l'intensité par là. Donc, je sais maintenant les paramétrer, la tenir et dire, écoute, s'il faut qu'on l'explose, il faut qu'on y aille, parce que l'hypersensible, c'est ça aussi. L'hypersensible, moi, ça ne m'apaise pas si je la reste à 3. Si j'ai une émotion à travailler, je peux pendant la journée, parce que je suis en intervention, la compartimenter, la garder dans une boîte à 3, mais le soir, il va falloir que je la visite et je la laisse sortir à 7. Donc, du coup, c'est ça, tu vois, pour moi, mon hypersensibilité, j'ai envie de dire, j'arrive à l'apprivoiser maintenant, pour qu'elle me sert. L'hypersensibilité m'a conduit, quand j'étais ado, à aller trouver aussi
Tu vois, je pouvais fumer, je pouvais avoir des moyens pour me calmer parce que j'y arrivais pas. Ça m'est arrivé d'avoir des idées suicidaires parce que ma tristesse, c'était un fond. Ah, non, il n'y avait pas de fond, c'est notamment ça le problème. Je pouvais tomber dans des tristesses, mais où il n'y avait plus de fil, de fond, ni rien. Et du coup, tu vois, l'hypersensibilité, pour moi, c'est ça aussi. C'est tout d'un coup, l'émotion t'attrape, elle t'embarque. Et tu vois, là, moi, aujourd'hui, c'est non, idée suicidaire, c'est non. C'est quelque chose qui, maintenant, dans ma vie, j'ai plus parce que je sais aujourd'hui accueillir mes émotions. Et je me suis posé la question, quel déclencheur dans ta vie, pour toi conceptuellement, peut être une tristesse aussi terrible que tu peux imaginer de quitter la Terre. Et le seul que j'ai trouvé, c'est que mes 3 enfants meurent en même temps du même coup et je survis. Vous voyez, c'est quand même plutôt un événement très rare. Voilà. Parce que si mes 3, généralement je suis avec dans la voiture et j'espère, si ça arrive, que je pars avec eux. Mais ça serait le seul qui aujourd'hui, dans ma réflexion consciente que j'ai pratiquée, mérite que je me suicide. Là, je peux dire, ok, là, la vie n'a plus de sens. Mais je suis alignée avec. Donc, tant que ça, c'est pas arrivé, idée suicidaire, t'as pas lieu d'arriver. Et donc, si elle arrive, moi, aujourd'hui, je dis, ok, la dernière fois, bon, on arrive sur des terrains, mais je crois que l'hypersensible, c'est aussi ça, parce qu'on vit les émotions jusqu'au fond des choses. Et moi, je me suis retrouvée à La Réunion pour travailler, et là, il y avait l'annonce du 2e lockdown. Là. Voilà, j'allais rentrer en métropole en lockdown. Et j'étais en fait face à ce magnifique paysage, et il y a les arbres, tu vois, au vent, je sens l'air salé, tu vois, c'était juste, j'étais juste bien, serein, en harmonie. Et là, il y a ces annonces. Et ça ne m'est pas arrivé depuis une éternité, vraiment. Et là, m'arrive cette idée qui me dit, et là, si tout s'arrête, et la sérénité est éternelle. Au fond, c'est une idée suicidaire sous format émotion plaisante, hein. C'est pas parlant de ce que c'est. Et là, je fais, ok, qu'est-ce que ça te dit? C'est quoi le message de ça? Et le message de la joie, c'est le lien. Le message de la joie, c'est la sécurité de l'environnement. Et du coup, c'était ce besoin-là, quand tu rentres en métropole, ces deux-là risquent de ne pas être nourris. Donc, en fait, ce moment-là m'a mis en vigilance là-dessus. Alors, tu vas sourire, mais je suis rentrée, j'ai appelé une amie, je dis, là, on va acheter un oasis. À 1h30 de Lyon, je veux un oasis. On est OK? Elle me dit, oui, pas de souci, moi aussi, je veux un oasis. Et on veut des yourtes pour accueillir les plus proches, parce qu'il y a le lien. Et toute cette situation m'a parlé de lien. Et moi, me retrouver confinée avec 3 petits-enfants tout seuls, je sais, c'est à ma limite. Évidemment, je gère et tout, mais c'est hard quand même, tu vois. Donc, je sais que je peux gérer, mais j'ai besoin de lien. Ça me nourrit, j'ai besoin de ça. Donc, c'était clair qu'il fallait acheter l'oasis à plusieurs. Donc, on a maintenant le projet, on est au seuil de signer le compromis. Et ça, c'était, tu vois, le 20 octobre, je peux te dire, c'était le 29 octobre. Et donc, la décision était prise. Et c'est ça, ce qui, toutes ces années d'études, de compréhension m'ont permis, c'est que du coup, tu vois, je suis là, et peut-être quelqu'un d'autre aurait sauté. Et ça aurait été un drame. Mais c'est de comprendre le message. Mon message, à ce moment-là, c'était pas saute, c'était comprends. C'est quoi? Besoin de lien et de sécurité. Je repars avec ces 2 messages, j'ai mon plan d'action. Et c'est ça que j'ai envie de dire, ça m'a énormément pacifié, ça m'a donné un pouvoir d'agir. Je décode l'émotion, je sais ce qu'il y a comme plan d'action à faire. Et là, je te donne le côté perso, en émotion très très intense. Mais c'est les mêmes. Et les gens qu'on accompagne, ils disent, mais je suis venue pour du pro et en fait, je pacifie ma vie. Et tu vois, on est une unité psychocorporelle, sociale. Et tout d'un coup, ces lectures-là, bah, elles te donnent les clés pour pas te faire embarquer sur des mauvaises compréhensions des émotions, pour trouver le sens. Et le sens, tu sais, c'est Gérard Chaput qui m'a enseigné ça, il y a toujours 3 significations.
c'est le sens de signification, de direction et de sensorialité. Et quand ça s'aligne, quand tu as décodé l'émotion, tu as trouvé la sortie par le haut. Et du coup, tu vois, pour moi, c'est ça à quoi tout ça sert. Et du coup, quand on est hypersensible, c'est déjà super parce que du coup, tu peux décoder et c'est facile. Moi, j'arrive aussi des gens qui ont dû faire tellement taire tout qu'en fait, ils n'ont plus accès aux émotions. Et là, nous, on leur réouvre ce champ pour aller comprendre leur vie, les aspirations, les plans d'action alignés. Tu sais que dans les méthodes de pleine conscience, on dit qu'il faut accueillir les émotions, les ressentir, pour les laisser passer, surtout quand elles sont trop intenses ou qu'elles sont déplaisantes. Et là, on ne fait pas appel à la rationalisation ou l'analyse de l'émotion. On la ressent, elle passe. Alors dans un cas un peu extrême, si elle passe trop loin dans la tristesse, par exemple, elle peut passer à l'action, parce que tu l'expliques aussi par ailleurs, une émotion sert à pousser à l'action. Donc quand tu es dans une tristesse profonde, tu peux passer au suicide si tu ne traites pas cette émotion correctement, c'est que tu crées une action derrière qui est inappropriée au contexte, ou à ta vie, en tout cas à ton mode de survie. Donc entre ressentir l'émotion pleinement conscient et puis analyser l'émotion pour en faire quelque chose d'utile, c'est quoi en fait la vérité, entre guillemets, ou le plus utile ou le plus adapté? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à sentir les émotions sans les analyser et ils arrivent à vivre avec et ils passent à autre chose? Toi, tu préconises plutôt de comprendre pourquoi elle est là et quelle est son utilité, et qu'est-ce qui l'a déclenché et qu'est-ce que du coup tu dois en faire dans la situation. C'est un peu deux méthodes opposées, moi, je trouve. Alors moi, j'aurais envie plutôt de te proposer une lecture complémentaire. Parce que, tu vois, la première chose, c'est il faut apprendre à réguler les grandes intensités. Parce que si c'est trop intense, on ne peut pas basculer en mode pensée. Et donc, il y a les méthodes de pleine conscience. C'est très important pour ça. C'est d'apprendre finalement à avoir un outil pour baisser les intensités. C'est aussi les techniques de respiration, toutes les techniques corporelles, sophro, et c'est vraiment important. Par contre, il y a pour moi une deuxième étape, c'est ce décodage de sens. Tout à l'heure, tout au début, tu me parlais, c'est quoi l'authenticité? Non, c'est être soi. Voilà, c'est ça. Et l'émotion, c'est la porte d'accès par excellence pour comprendre ce que c'est être soi. Et du coup, si je ne fais pas le processus de décodage par la suite, tu vois, je trouve bien la pleine conscience, ça me dit, j'ai l'émotion. Bon, je la laisse passer parce que là, ok. Par contre, ensuite, je note, j'ai eu cette émotion, je la prends, je la traite. Exemple, je sais pas, au travail, je sens un léger mépris. Donc, pleine conscience, voilà, je la laisse partir, pourquoi pas. Mais si je ne la traite pas, je ne vais pas comprendre que j'ai été face à un comportement déviant, que j'ai toléré, mais qui me gratte quand même et qui dévie par rapport à mes standards de valeurs et de normes. Et là, pour moi, c'est quand même extrêmement important. Si je suis manager, collaborateur, dirigeant, comprendre que j'ai quelque chose, des comportements déviants dans mon entreprise, c'est une information extrêmement utile parce que si ça, je ne l'ai pas entendu, ça risque de continuer à grandir et de me retourner mon entreprise. Donc, c'est là où moi, je pense, on a pleine conscience, oui, attrapant les choses. Parfois, ça laisse passer les choses pour pouvoir les traiter après, mais surtout pas laisser passer. Une fois, j'ai le temps, je prends rendez-vous. Moi, je conseille aux gens que j'accompagne, je le fais avec moi-même, je prends rendez-vous avec des émotions. J'ai eu un moment de dégoût dans la matinée, je ne peux pas le traiter, rendez-vous à 17h, j'ai une demi-heure. Je reviens, c'était quoi? C'est quoi parce que le dégoût dit bien, mal, mauvais, bon, risque d'empoisonnement, toxicité. Donc c'est quand même une information. Si j'ai vécu quelque chose qui m'a réveillée là-dedans, je me pose à 17h dans mon rendez-vous avec l'émotion, la question, c'était quoi le côté toxique? C'est quoi le côté risque d'empoisonnement que tu as eu dans cette situation? Il se situe où? Et consciemment, je le valide ou pas.
en disant peut-être c'était un peu trop, mais du coup je garde une vigilance pour derrière gérer la relation à l'autre. Si c'était un dégoût relationnel, j'ai rendez-vous le lendemain avec la personne pour le clarifier, pour travailler la relation, la faire grandir, ou si ça ne change pas, d'arrêter la relation. Parce que si quelqu'un m'éveille du dégoût parce qu'il a des comportements toxiques, c'est pas quelqu'un qui doit être dans mon équipe. Donc moi, oui, pour moi c'est complémentaire, mais cette étape d'analyse, de faire sens, pour moi, en ne faisant pas économie. Ce qui nous arrive dans la vie est beaucoup le fruit des émotions. Selon la vibration qu'on émet, il nous arrive un certain nombre de choses, du fait de nos propres actions, mais aussi du fait des actions des autres et comment on gère ces actions. Et ensuite, un certain nombre d'événements arrivent. Donc apprendre à gérer ses émotions, j'imagine que ça peut aussi apprendre à, on va dire, gérer sa destinée. Tu vois ? Oui. Et d'une certaine manière, ça permet donc de faire son chemin de vie et de réussir sa vie. C'est oui, ça. Tout à fait. Avec ce côté que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment être soi. Voilà, être soi indépendamment de toutes les émotions qui te perturbent. Voilà, et gérer ces perturbations, etc. Ça me fait penser à une chose parce que effectivement, il y a le niveau de nos compétences émotionnelles, comment on les utilise pour aller vers notre destinée. J'aime beaucoup ça, ce côté vocation-destinée. Et en même temps, on a parfois vécu des événements ou dans des moments familiales où le fonctionnement de l'émotion a été déstructuré. Tu vois, là, j'ai accompagné une personne et on commençait à travailler sur la tristesse et je me dis bien, c'est une émotion, tout de suite il me dit grande tristesse, c'est de la dépression et tout. Et du coup, en creusant, il n'a vraiment pas eu de chance. Il a eu 3 personnes, meilleures amies, très très proches, et puis qui sont tous suicidés à intervalle d'1 an. Après, il s'est marié avec une femme bipolaire, donc là c'était compliqué aussi. Et le dernier mariage en cours, c'est avec un pervers narcissique. Donc du coup, en fait, ici, tu vois, tu as une émotion souffrante. Donc c'est une émotion qui a été déstructurée, qui ne s'est pas configurée de manière aidante pour interagir avec le monde. Donc du coup, cette désorganisation de la tristesse avec des moments d'abandon terrible ont conduit à ce que maintenant, même la joie, qui est l'autre marqueur plaisant en fait de « je suis en relation », en fait, il ne vit plus de joie. Parce que c'est tout de suite l'anticipation, je vais tomber en dépression quand je perds le lien. Et du coup, il y a aussi parfois ces moments-là où il y a des émotions vraiment souffrantes. Et tout à l'heure, tu disais, parfois on a des événements de vie qui se répètent. Et donc, c'est de comprendre l'émotion souffrante dans ces événements de vie qui, du coup, peuvent nous parler de certains traumatismes. Tu vois, traumatisme d'abandon ou autres, des choses comme ça. Et là aussi, c'est quand on recommence à structurer les cartes de manière fonctionnelle, en fait, tout d'un coup, on voit que, comme, je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui travaille les montres, orfèvrerie, c'est ça. Et tout d'un coup, on tourne là une vis, et le mécanisme commence à repartir de manière fonctionnelle. Et donc, on a ce niveau-là, parce que là, nous, on parle plutôt du niveau adaptatif de l'émotion, mais parfois, les émotions souffrantes, on arrive aussi à les restructurer pour qu'elles redeviennent adaptatives derrière par cette approche. Donc, ce n'est pas ce qu'on pratique en entreprise, ça c'est vraiment plutôt la partie individu et tout. Mais tu peux aller jusqu'à ce côté développement personnel où tu restructures les émotions souffrantes.